Bonjour Benoît Grassin, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans ce studio où maintenant on a un petit peu plus l'habitude de tourner. Je suis très heureux de t'avoir parce que sur cette saison, effectivement, on a parlé beaucoup de FinTech et tu vas arriver un petit peu plus tard dans cette saison 3 que je suis en train de produire. Très heureux également et merci beaucoup à mon collègue de toujours, Anas, qui m'a permis de bien structurer ce podcast avec toi et qui était peut-être quelqu'un que tu as rencontré aussi dans ton passé d'entrepreneur, je dirais, même si tu restes encore un entrepreneur. Benoît, je vais pas monopoliser la parole, mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Salut Pierre, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Benoît Grassin, j'ai 43 ans, j'ai 2 petites filles et je suis entrepreneur maintenant depuis presque 15 ans dans la tech, en ayant commencé donc dans les années 2011 dans un startup studio incubateur fonds qui s'appelait Rocket Internet. Et depuis, j'ai monté plusieurs startups, dont 2 dont on parlera sans doute aujourd'hui. L'une qui s'appelait Mon Docteur et l'autre qui s'appelle toujours Pixpay. Voilà. De belles réussites. Avant ça, Benoît, si on prend vraiment la jeunesse de ton parcours, j'aime bien voir vraiment d'où les gens viennent. Tu es né où? Tu es né à Paris? Je suis né à Paris, mais j'ai grandi sur la Côte d'Azur, près de D'accord. Nice. Et puis je suis revenu pour mon lycée et puis pour mes études, en suivant mes parents. Donc voilà, donc je suis parisien de naissance, mais on va dire niçois d'adoption, ou on va dire du Sud-Est. Tu as toujours été entrepreneur, quasiment, plus ou moins? Plus ou moins, j'ai eu un parcours. Enfin, j'ai commencé d'abord avec un parcours, on va dire, plutôt académique, plutôt classique. Je fais donc une prépa, une école de commerce, et puis j'ai commencé pendant 5 ans dans le conseil en stratégie. D'accord. Donc c'est là que j'ai fait mes armes pendant 5 ans chez Roland Berger, donc un cabinet allemand d'origine, qui avait une empreinte plutôt européenne. Et donc voilà, donc pendant 5 ans, j'ai, on va dire, fait plutôt du boulot corporate classique, en accompagnant des grands groupes, des PME, sur plein de problématiques, dans plein de secteurs différents. Le classique du conseil en stratégie quand tu es junior, tu fais plusieurs missions et sur plusieurs sujets. Voilà. Et puis, j'ai fait un passage en corporate chez Canal+. D'accord. Ça, je savais même pas, tu vois, j'ai même pas fait attention. C'était il y a longtemps. Là, faut dépoussiérer les archives pour trouver ça. Et ce qui était marrant, c'est que là, j'ai fait plutôt du data management, du big data, comme on disait à l'époque, en manipulant des données pour essayer de prévoir un petit peu l'évolution du portefeuille d'abonnés de Canal+. Et c'est à ce moment-là, après ce passage chez Canal, que j'ai mis le premier pied dans l'entrepreneuriat, en rentrant chez Rocket Internet. C'est ça qui m'a fait rentrer, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, j'ai pas fait ça depuis toujours, mais ça fait quand même un bon moment maintenant parce que J'étais même pas né, je pense, quand tu as commencé à entreprendre. Mais si on regarde un peu qu'est-ce qui te plaisait dans l'entrepreneuriat de manière traditionnelle, est-ce que jeune, tu avais des parents entrepreneurs ou au contraire? C'est souvent, on voit une fibre entrepreneuriale et des passations qui se font entre parents-enfants, ou alors tu n'es pas du tout de parents entrepreneurs et tu as trouvé ça hyper intéressant et tu t'es dit: «Mais pourquoi pas moi?» Alors c'est marrant parce que donc mes parents sont initialement pas du tout issus du monde entrepreneurial, même si tous les 2 travaillaient en entreprise. Et donc voilà, c'est pas des médecins ou des profs ou voilà, on était quand même dans le monde de l'entreprise. Et il se trouve que mon père, à l'âge de 50 ans, a perdu son travail et s'est lancé dans un processus de reprise d'entreprise. Donc il est devenu sur le tard repreneur, et moi j'étais en prépa à ce moment-là, donc j'ai suivi de loin cette aventure de reprise d'entreprise, qui est un peu différente de celle de vraiment créer from scratch une boîte. Mais donc voilà, je l'ai vu. C'était dans quel secteur? C'était dans les composants électroniques. D'accord. Voilà. Donc dans l'industrie. Et donc voilà, j'ai suivi son aventure. De loin, j'étais en prépa, donc voilà, j'y passais pas non plus beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai toujours été intéressé par ces sujets-là. Et ce qui est sûr, c'est que dès l'instant où j'ai été diplômé, j'avais envie d'entreprendre. Ouais. À l'ESCP, j'ai sauté sur les cours d'entrepreneuriat. Il y avait des cours d'entrepreneuriat. C'était un peu étrange d'ailleurs, mais et donc voilà, donc j'ai toujours aimé regarder ça, eu envie de le faire. Pourquoi? J'en sais rien. Et même quand j'ai commencé dans le conseil, on avec un copain, on avait décidé qu'on entreprendrait ensemble et on se prenait un petit déj une fois par semaine en essayant de trouver des idées ou de trouver des trucs à monter. Spoiler, ça a rien donné, mais c'était là depuis longtemps. Est-ce que c'est parce que j'ai vu mon père reprendre une boîte quand j'avais 20 ans peut-être? Sinon, j'ai pas d'autre explication, quoi. Ouais, c'est super intéressant la reprise d'entreprise parce que c'est vrai qu'à l'école, on parle beaucoup de start-up de manière générale. Mais en France, tu parlais de PME industrielles. Enfin, c'est quand même une bonne partie de notre territoire. Il y a beaucoup de PME en France. C'est peut-être la majorité des entreprises qui font tourner notre pays de manière générale. Et la reprise est un processus et même une activité hyper intéressante
intéressante, surtout qu'en plus on a énormément de dirigeants qui partent à la retraite et qui se retrouvent en fait sans successeur dans leur PME. Donc c'est un sujet moi qui me venant d'une région de la Bourgogne et du bassin lyonnais qui est un maillage territorial et industriel très important. C'est quelque chose qui me berce toujours et je suis toujours assez fasciné de voir des PME industrielles même de se rendre sur leurs activités professionnelles, voir comment c'est fait et comment ça se passe. Et c'est totalement différent du monde de tech dans lequel on est. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je pense que tu as peut-être une partie de ton parcours qui s'explique par ça. Est-ce que ton père, justement, au moment où tu vas lancer ta première boîte, donc c'est Mon Docteur, si je ne me trompe pas, ton père va intervenir dans ce moment-là et tu vas pouvoir parler avec lui de ce milieu-là ou pas du tout? Non, pas tant que ça. D'ailleurs, je me rappelle de certaines discussions avec mon père quand on levait des fonds, de mon père ayant du mal à comprendre la logique de valorisation. Parce qu'effectivement, lui, qui a fait un LBO, donc qui a racheté une boîte en empruntant de la dette, en valorisant sa boîte sur un multiple du bénéfice, de l'EBITDA ou de l'EBIT, et qui voyait des startups lever de l'argent sur pas grand-chose, il n'y avait pas de clients, pas de revenus, peut-être même parfois pas de produits, à des valorisations bien supérieures à celles qu'il avait pu voir et avoir un peu une forme d'incompréhension. Et c'est sûr que c'est des Un peu mondes... d'irrationalité. Bien sûr, quand tu te bats pour pouvoir reprendre une boîte et la tourner en une boîte bénéficiaire pour pouvoir rembourser ton emprunt, c'est sûr que de voir des gens qui lèvent beaucoup d'argent avec pas grand-chose et certainement pas des bénéfices, ça choque beaucoup. Enfin, ça choque. En tout cas, ça surprend. Et donc, je me rappelle avoir eu ces discussions-là à plusieurs reprises où il me disait, mais c'est quand même incroyable ce mode de financement, ce mode de croissance qui est bien spécifique. Et c'est sûr qu'on est sur des mondes qui sont très différents en termes de logique, en termes de croissance, évidemment, en termes de profil de gens qui les font. Et pour autant, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un potentiel exceptionnel dans la reprise d'entreprise. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de gens d'initiatives qui essayent de rendre ce mécanisme on va dire de transmission d'outils productifs plus sexy, plus accessible, plus facile. Et je pense que ça va... Ouais, il y a une grande transmission qui va s'opérer là dans les années qui viennent. Donc, j'espère que les entrepreneurs du digital pourront faire aussi des bons repreneurs et vice-versa. Bien sûr. En plus, c'est le sujet et me passionne, moi, même si on a plein de choses à traiter, mais c'est vrai que ce sujet même de la digitalisation des PME, je trouve qu'il y a un vrai pont en fait entre le milieu de la tech et de la PME, parce qu'aujourd'hui, toute PME a un système d'information de manière assez classique et je trouve qu'il y a vraiment des ponts. Là où il y a quelques années, bon, je suis encore jeune et j'ai pas forcément le recul, mais où j'avais l'impression qu'il y avait une plus grosse fracture, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des vrais ponts entre ces deux activités, pardon. Si on reprend un peu ton parcours, passage en conseil, un papa repreneur un petit peu avant, tu lances Mon Docteur. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu la génération Doctolib. Pour moi, c'est assez simple d'aller sur Internet, de réserver mon rendez-vous médical. Quand j'étais plus petit, c'était mes parents, ma maman qui s'occupaient d'appeler le médecin tôt le matin pour essayer d'avoir un rendez-vous dans la journée quand j'étais malade. Toi, à ce moment-là, on est aux alentours des 2012-13. Quel est le constat global de ce monde-là d'un point de vue digitalisation et d'un point de vue bookage ou en tout cas administratif et gestion d'un cabinet médical au sens large? Eh bien, écoute, ouais, ça fait mal de le dire, mais effectivement, je commence à être vieux et à cette époque-là, on prenait pas rendez-vous en ligne, ça n'existait tout simplement pas. La digitalisation des cabinets médicaux, on était au stade 0, pour au moins une raison, c'est que le contexte réglementaire a été très, très, très fermé, alors. Tu le sais peut-être, un médecin n'a pas le droit de faire de la publicité en ligne, et pendant longtemps, il n'avait pas le droit d'avoir un site internet, parce que ça pouvait être assimilé à de la publicité. Donc, les médecins, par nature, n'avaient pas investi ce segment, et donc peu de boîtes avaient aussi développé des services pour les médecins. En 2010-2011, il y a quelque chose qui change, c'est que le Conseil, l'Ordre national des médecins, édite un livre blanc en disant voilà, un médecin peut avoir un site internet et voilà ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc, clarifie un petit peu le schéma réglementaire pour dire voilà, un médecin a le droit d'avoir un site où il décrit son activité, où il peut donner ses diplômes, où il peut mettre une photo de son cabinet. Voilà, c'est une sorte de plaque, comme sa plaque mais sur Internet, et ça permet de clarifier un peu le fait que les médecins ont le droit, seront plus sanctionnés en ayant une présence sur Internet. Et donc ça ouvre le champ à plusieurs applications, dont
une qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est la prise de rendez-vous sur Internet. Donc, le secrétariat médical sur Internet. Si tu prends un vocable qui existait à l'époque, ils avaient déjà des télésecrétariats, donc des gens qui prenaient des rendez-vous pour eux au téléphone. Bah, c'est un peu la même chose sur Internet. Voilà, donc ça, on est à ce moment-là. Je crois que le livre blanc qui fait date, c'est 2010 ou 2011, je me rappelle plus exactement. Et donc, à ce moment-là, il y a une vague d'acteurs qui disent c'est cool, on va pouvoir proposer des services pour les médecins qui vont leur permettre de simplifier leur organisation du cabinet en leur proposant une suite de logiciels qui leur permet de mieux organiser leur temps, de mieux planifier leur semaine, etc. Et une des applications de ça va être qu'on va pouvoir permettre la prise de rendez-vous en ligne. Donc, des patients vont pouvoir aller en ligne, faire une demande de rendez-vous. Au début, c'était des demandes de rendez-vous qui étaient confirmées manuellement par les médecins pour pouvoir s'éviter le pénible quart d'heure d'attente au téléphone quand tu devais joindre un médecin, que ce soit pour prendre rendez-vous ou pour annuler d'ailleurs, parce que Ouais. voilà. Donc, ça part de là. Et sur la ligne de départ, il y a effectivement plusieurs startups qui se lancent à ce moment-là. Tu as évoqué Doctolib. Il y avait donc Mon Docteur, qui est la boîte qu'on a montée. Il y avait une autre boîte qui s'appelait Queldoc. Il y en avait deux, trois autres qui étaient sur la ligne de départ et qui commencent à lancer ces services-là. Mais encore une fois, taux de pénétration 0%. Oui. Accueil des médecins mitigé. Certains médecins sentent tout de suite que les plus technophiles se disent ouais, c'est sympa, mais beaucoup de médecins voient le changement arriver avec un petit peu d'appréhension, sont pas super technophiles et surtout n'ont pas envie de changer leur organisation. Ils ont déjà une vie bien compliquée, ils gèrent déjà beaucoup de problèmes et alors venir mettre un logiciel dans leur ordinateur en plus qui va perturber l'organisation, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire. Voilà, donc à ce moment-là, je pense qu'on a un truc qui est clairement l'avenir et l'avenir nous démontrera qu'on avait raison. Mais le sujet, c'est comment on fait pour que ça soit adopté par les cabinets médicaux, par les médecins, par les assistantes dans les cabinets, les secrétaires médicales dans les cabinets. Et là, la seule solution qu'on trouve sur le marché, parce que nos concurrents ont fait pareil, c'est d'avoir des armées d'équipes qui vont sur le terrain, démarcher les médecins un à un, leur expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut leur faire gagner, comment ça peut être utile pour eux dans l'organisation, les rassurer et les aider à l'implémenter dans leur cabinet. Donc, tu es obligé de te déplacer avec ta petite mallette et montrer ce que tu vas faire. Ouais. Globalement, quand l'idée te vient, donc tu as un contexte, on va dire, juridique, des évolutions qui arrivent, mais déjà, avec qui tu t'associes et comment vraiment elle te vient, cette idée? C'est-à-dire que du jour où tu prends conscience qu'il y a un enjeu réglementaire, que ça va évoluer, que tu vois le tournant, qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là qu'il faut vraiment y aller et surtout, avec qui tu décides de faire ça? Alors écoute, on fait ça avec un de mes camarades de prépa qui était lui aussi passé par Rocket Internet. Et donc à ce moment-là, moi je suis chez Rocket, lui il vient de terminer chez Rocket et lui est déjà en train de réfléchir et de travailler sur ce projet-là, parmi d'autres, mais c'est le projet qui a attiré son attention. Et donc par l'entremise d'une amie en commun, on se déjeune ensemble en disant tiens, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il me parle de ça et quasiment dans la foulée, je lui dis écoute, Banco, je pense qu'effectivement ça a du sens. Donc on est deux, donc c'est Thibaut, mon associé et moi-même. Et puis on se dit lui école de commerce, moi aussi. Il nous faut un gars tech. T'as pas de tech. Voilà, pas de tech, pas de boîte. Et donc on propose à une connaissance professionnelle de Thibaut qui s'appelle Nicolas, qui viendra donc le troisième associé de ce triumvirat à l'origine de Mon Docteur, qui pareil, quasiment instantanément saute à pieds joints et nous suit, quoi. Voilà, on commence comme ça. Ok. Et comment donc on va passer après sur le démarchage commercial? Comment tu vas faire pour grossir très rapidement et une concurrence assez rude avec l'acteur qu'on a cité tout à l'heure? Au début, tu t'associes avec ces 3 personnes et du coup, tu dois designer quelque chose. Enfin, tu dois montrer que ton produit marche. Et tu me disais en off quelque chose d'assez marrant. En fait, tu n'avais pas de version vraiment définitive de ton produit. Non, il n'y avait rien qui marchait parce que, c'était sans rentrer dans trop de détails, sauf si ça t'intéresse, mais pour pouvoir proposer des rendez-vous en ligne, il fallait pouvoir se synchroniser avec les agendas existants des médecins. C'était comme ça qu'on abordait le marché au départ. C'était une complexité folle. Et donc, Nico était en train de bosser là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de construire des mécanismes pour pouvoir présenter les vraies disponibilités des médecins sur Internet. Et voilà, et ça prenait du temps et c'était compliqué. Par ailleurs, on n'avait pas du tout commencé à développer l'interface front client. On avait vraiment rien pour le coup. Mais il fallait qu'on s'assure que si
le produit sortait, on allait avoir des clients et des gens intéressés. Donc effectivement, avec Thibaut, ce qu'on a fait pendant bien 6 mois, peut-être même un peu plus, c'est qu'on se promenait avec un iPad. On avait fait des maquettes vite fait sur un PowerPoint, je crois. Donc on avait des photos, des images sur un iPad et on avait designé tout un flow de démonstration qui pouvait donner l'impression que le produit était live en fait sur l'iPad. Et il était absolument pas. C'est-à-dire qu'il y avait rien de live, il y avait pas de site internet, il y avait rien. Mais voilà, on pouvait faire une sorte d'appartement témoin de ce qu'on allait faire. Et voilà, et on essayait de convaincre des médecins de souscrire sur cette base-là. C'était de la prévente alors, C'était de la c'est-à-dire tu leur exactement. disais voilà. C'est à ça que ça va ressembler, quoi. Ça va ressembler à ça va être super. Maintenant, il faudrait que vous nous donniez votre RIB pour qu'on puisse engager un prélèvement parce que ça va être par abonnement. Parce que c'était voilà. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a des médecins qui nous ont suivis, qui étaient prêts à s'engager sur cette base-là, alors qu'on n'avait rien. On leur disait bon là, ça se lance dans 3 mois. Voilà, puis 3 mois après, on était un peu à la bourre. On dit, oh, ça arrive dans 4 mois. Enfin bref, on a fini par le lancer. Mais effectivement, ouais, c'était voilà, quand on a fait nos premiers pas, on n'avait pas de produit, on avait juste des images vaguement faites Sur un PowerPoint. Sur un PowerPoint, voilà, c'était une maquette sympa, hein, ça rendait bien, hein, mais ça marchait pas. Quel est le premier argument quand tu déambulais avec ton ami associé avec un iPad pour convaincre des médecins? Est-ce que tout de suite, c'est la notion de gestion plus simplifiée, un avantage aussi, je dirais peut-être aussi financier pour celles et ceux qui avaient une assistante administrative, quelqu'un qui gérait pour eux la prise de rendez-vous. Le potentiel, c'était sur le prix au tout début ou qu'est-ce qui les faisait vraiment signer? Alors, ça dépend lesquels. Les tout premiers, je pense qu'ils signaient j'allais dire, affection. C'est-à-dire D'accord. qu'ils voyaient 2 petits jeunes qui avaient l'air de vouloir faire un truc et franchement, les premiers médecins, ils ont dit oui parce qu'ils avaient envie de faire plaisir à 2 mecs qui avaient des bonnes têtes et ils se disaient: «Bon, allez, ça pourrait être mon fils, quoi». Tu vendais ça combien On vendait ça à 89 € hors taxes par mois? par mois, exactement, donc 100 balles en gros Ouais. TTC. On avait évidemment fait une offre de lancement, où vous avez 3 mois gratuits, pour commencer, donc ça c'était pas du tout, enfin je peux pas dire que c'était ça le critère de décision. Non, je pense qu'ils le faisaient par affection, mais assez vite on s'est rendu compte que l'argument qui était le plus efficace, c'était pas: «Vous allez avoir une meilleure organisation», parce que ça c'est dur à appréhender pour un médecin, puis de toute façon, voilà. En revanche, ce qui marchait, c'était l'absentéisme. Il se trouvait qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il y avait entre 10 et 15% de no-show, c'est-à-dire de patients qui ne se pointaient pas à leur rendez-vous, qu'ils avaient réservé, qui ne se pointaient pas. Et ça rend tous les médecins fous. C'est normal. D'abord, Même si eux sont en retard, hein, des fois même d'une si eux sont en retard par ailleurs. Mais d'ailleurs, ils sont en retard parce que du coup, pour contrebalancer les no-shows, ils prennent plus de patients que de créneaux, parce qu'ils se disent qu'il y en a bien un ou deux qui va annuler la journée. Et puis, il y a certains jours, c'est pas le cas et donc ils sont en retard. Donc ça, c'est un effet en plus qui perturbe toute l'organisation. Bon, c'est très irritant pour les médecins. Accessoirement, ça raréfie l'offre de soins parce que du coup, il y a des créneaux qui sont pas... il y a du temps médical qui n'est pas utilisé par des gens qui pourraient en avoir besoin. Bref, c'est vraiment un truc qui rend fou, quoi. Et donc ça, pour le coup, c'est un truc que les médecins perçoivent très très bien comme un vrai pain point. Et donc quand on leur disait, les gens qui vont prendre rendez-vous en ligne, ils vont prendre rendez-vous. Déjà, ils vont pouvoir prendre un horaire qui leur convient mieux parce qu'ils auront la vue sur tous les horaires. Donc peut-être qu'ils seront moins pressés de prendre le premier créneau que l'assistante leur donne au téléphone. Deuxièmement, on va leur envoyer des rappels automatiquement. Et ça, c'est inclus. Et troisièmement, s'ils ont besoin d'annuler, c'est facile. Ils peuvent le faire n'importe quand, 24/24, 7 jours sur 7. Ils n'ont pas besoin de rappeler le cabinet, d'attendre encore un quart d'heure, d'attendre que le cabinet soit ouvert. Donc, tout ça va faire passer l'absentéisme de, allez, mettons 15% à 2-3% d'absentéisme. Et ça, pour le coup, ça a un vrai impact concret, immédiat pour les médecins. Et ça a beaucoup plus marché. Donc, j'allais dire, dans la foulée de je le fais parce que vous êtes sympa, l'argument qui a attiré le plus le regard, c'était l'absentéisme. Le pain point est maintenant, je dirais, le plus dur pour toi, ça va être de passer à l'échelle et de faire du volume. Parce qu'en fait, il faut démarcher un par un les médecins. Ouais. Ça, c'est dur. En 2012-2013, je situe pas vraiment le taux d'équipement des médecins en termes d'ordinateurs. Mais moi, qui viens d'une petite ville à côté de Dijon, j'ai encore certains médecins qui n'ont pas d'imprimante, qui galèrent à utiliser l'informatique. Plus trop le cas de la nouvelle génération. Quand tu vas voir les médecins, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont déjà tous équipés vraiment d'ordinateurs ou alors
t'en as qui sont vraiment pas équipés, quoi? Alors honnêtement, à ce moment-là, donc effectivement, on se lance en 2012 et on va vraiment alors notre équipe commerciale commence à monter vraiment en puissance en 2013. Franchement, il reste des médecins qui sont, avec un carnet, avec un cahier, avec un papier et qui ont vraiment pas internet au cabinet. Il en reste, mais vraiment quand même OK. plus beaucoup, quoi. Tu commences en région parisienne, tu avais Ouais, peut-être alors une on a disparité, en fait, après, alors oui et aussi, même si en fait la vraie disparité elle est plutôt en fonction de l'âge en réalité. C'est-à-dire que quand tu es un vieux médecin proche de la retraite, ça te saoule de de changer changer. tes habitudes, de réinvestir dans un truc, de te mettre encore une contrainte, une charge mentale en plus quand tu as eu l'habitude pendant toute ta carrière de bosser avec un carnet de papier, auquel tu as pris toutes tes tu es habitué, tu es bien. Donc je dirais que c'est plutôt l'âge le discriminant, mais oui, il en restait quelques-uns, mais franchement pas C'était beaucoup. pas la norme, non. Non, quand même dans tous les cabinets, il y avait un ordinateur, parfois un peu pourri, parfois, gavé de virus, mais bon, globalement, il y avait un ordinateur et il y avait internet. Voilà, OK. c'est en 2013, tu commences à avoir internet partout. Donc non, ça a pas été le point de blocage, je dirais, Le le plus plus fort, important. ouais. Non, le point de blocage le plus fort pour que les médecins l'adoptent, c'était que, bah, il fallait changer ses habitudes, il fallait organiser différemment la gestion de son agenda et ça, bah, c'est un peu stressant, quoi et c'est normal quand tu es un médecin qui bosse, 10 heures par jour, et qu'en plus, c'est pas du truc qui t'intéresse parce que Ouais. franchement, toi, tu pas voilà, mieux organiser ton cabinet, c'est pas ton Ouais, activité ton du cœur de quotidien. métier et puis, Exactement, ouais. toi, tu veux soigner des gens, quoi, hein. Ouais, tu viens les voir et principalement, ouais, non, sur le papier, c'est bien, c'est une bonne idée, pourquoi pas, Mais non. mais pas pour moi ou pas maintenant Ouais. ou tu vois? C'était plutôt ça l'objection numéro un, parce que j'ai pas le temps, parce que là, ça marche très bien comme ça et parce que j'ai surtout pas envie qu'il y ait un nouveau caillou dans mon organisation qui vienne gripper ma machine, qui est certes imparfaite, mais qui marche. Tu parlais de Doc en privé tout à l'heure, quand Mmh. on parlait un petit peu avant cet épisode. Un américain, concurrent américain, et ton plus gros concurrent, ça va être Doctolib. À quel moment vous vous lancez? Tu te lances en même temps qu'eux, un peu avant, un peu après? Quasiment en même temps, je pense que Doctolib se lance un peu après nous, quelques mois après Ouais. nous, je pense. Quelques mois avant nous, s'était lancée une boîte qui s'appelait Keldoc. Oui, Doctolib va être, notre principal concurrent à ce moment-là, parce qu'assez vite, il lève de l'argent, Et pas vous? si, un petit peu aussi, mais moins, OK. un peu moins, même, significativement moins. Tu avais les ordres de grandeur en tête, Alors toi, à l'époque, nous, quand on cherchait à faire un seed round, Ouais, à l'époque, on cherchait 500 000 €. Donc d'accord. c'était la taille des tours et c'était déjà un très beau tour. Keldoc, à ce moment-là, lève, 700 000 €, je crois et d'ailleurs, on est impressionné parce qu'ils ont levé 700 000 €. Ça, c'est waouh, c'est quand même propre. Il se trouve qu'à la fin, on fait rentrer un acteur, industriel qui fait du corporate venturing, avec nous, s'appelle Lagardère, qui investit, alors j'ai plus les ordres de grandeur, mais quelque chose comme 2 millions, 2 millions et demi, ce qui était énorme Énorme. ici. Voilà, ça c'était, les ordres de grandeur mais Doctolib, alors pareil, je vais dire sans doute des énormités, je sais plus exactement, ils ont peut-être de lever au moment où à la Ouais. fin on va fusionner les 2 boîtes, ils avaient dû lever 80 millions en cumulé ou peut-être 100 Ouais. millions. Donc ça faisait partie des histoires qui levaient beaucoup, mais c'était un modèle très capital intensive, hein, parce que, bah, nous, au plus haut, on a dû être 200 dans la boîte, Ce qui est beaucoup. dont ouais, c'est beaucoup, dont 3/4 de Ouais, commerciaux. c'est ça. C'est qu'en fait, Hem ton plus gros sujet à ce moment-là, parce que tu parlais un peu d'intégration technologique, c'était compliqué de se plugger dans des agendas, mais en fait, très vite, toi, ton enjeu, c'est l'adoption du logiciel et de gratter le plus vite de parts de marché possible. C'était clairement notre principal frein. Alors, il se trouve qu'on avait aussi des problématiques product parce que, Ouais. au bout d'un moment, on a dit: «Non, c'est vraiment très compliqué de s'interfacer avec les agendas existants, donc on va en construire un nous, on va faire notre agenda à nous, notre outil de Ouais. planification qui va être mieux, qui va être plus cool» et donc là, notre défi, ça va être de faire changer les agendas. On va aller voir les médecins, leur dire: «Non, ton agenda qui est un peu pourri et qui est pas connecté à internet, nous, on va t'en donner un autre qui est connecté à une plateforme et qui accessoirement va t'apporter plein d'autres bénéfices en plus». Voilà, donc assez vite, on a eu une problématique de, cet agenda, faut le designer, qu'est-ce qu'on met autour de cet agenda? Et puis en fait, gérer des rendez-vous médicaux et gérer même un cabinet médical en plus largement, c'est en fait assez compliqué. En fait, il y a plein de petits détails, de petites fonctionnalités qu'il fallait développer et donc, on a quand même une grosse partie de l'équipe qui était product tech. OK. On a fait du software, quoi et assez vite, on est passé d'une feature clé qui était prise de rendez-vous sur internet, à, gérer les plannings, pouvoir, organiser des salles de soins, gérer des machines, pouvoir, gérer, des fiches patients, pouvoir gérer de l'envoi de documents, de l'adressage entre médecins. Enfin, on a fait plein de trucs autour. Donc on avait aussi des problématiques, product au bout d'un moment. La problématique donc commerciale,
Comment tu la vis à ce moment-là? Je veux dire, au day to day, quand tu vois, 2 acteurs à cette époque-là, un qui a levé beaucoup, un environ dans les mêmes échelles que toi, tu te retrouves, quasiment à avoir la même cible tout le temps. Mmh. Comment on le vit ça? Bah, c'est chaud, mais c'est aussi ça qu'on aime. C'est oui, il y a une bataille commerciale très forte, parce qu'on a des produits qui, même si, on s'en défendait à l'époque, c'est très différent, c'est 2 produits très différents. Ça n'a rien à voir. Quand même, se ressemblent, en tout cas traitent un besoin qui est très proche, une cible qui est identique. Donc effectivement, ouais, il y a une bataille commerciale qui est intense, elle est d'autant plus intense que, c'est une bataille commerciale qui se fait physiquement puisque nos commerciaux, nos équipes commerciales vont dans les cabinets, pour rencontrer les médecins, pour leur expliquer, comme je te disais. Et donc, souvent, on se croise. Souvent, notre équipe du sud-ouest croise l'équipe du sud-ouest de Doctolib dans le même cabinet parce que les médecins regroupent les, les rendez-vous. Et donc, ils sont en face l'un de l'autre dans la salle d'attente. Ça crée forcément une pression supplémentaire, en tout cas, une forme de concurrence encore plus forte, quoi. Nos clients, dès qu'un cabinet médical signe chez nous, donc s'abonne, on publie évidemment sa fiche et ses disponibilités sur une plateforme web. Donc, notre concurrent est instantanément au courant Courant. du client qu'on vient de signer et vice-versa. Donc, dans la foulée, il a un appel du commercial de la région qui dit « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez signé avec mon docteur, c'est une grosse bêtise, une énorme bêtise. Je vais voir si je peux pas vous faire une promo supplémentaire pour vous faire revenir dans le giron. » Ouais. Donc, il y a C'est une bataille quotidienne. quotidienne. Et Ouais, comment clairement. tu suis? Parce qu'à l'époque, je sais pas quel outil vous aviez, mais tu disais, justement, c'est présent en ligne, donc en fait, tu vois si ce médecin-là a signé avec ton concurrent. Mmh. Est-ce que vous aviez automatisé des choses? Comment ça se passait pour regagner ce client-là? C'était une guerre des prix ou c'était plutôt, où vous l'avez pas du tout appréhendé comme ça et vous avez préféré jouer sur d'autres facteurs que le prix? Alors, il y a 2 questions dans ta question. Ouais. Oui, bien sûr, il y avait des tas d'outils automatisés pour pouvoir, donc on connaissait notre part de marché au Au médecin pourcentage, près, au médecin quasiment? près, ouais, minute par minute, heure par heure, ouais, je peux t'assurer C'est qu'on passe. stressant ça, hein? C'est un peu stressant et à un moment, il faut s'en détacher. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est sûr, mais moi, je l'ai toujours fait, mais la première chose que je fais le matin, c'est regarder les chiffres dans mon outil d'analytics et oui, c'est sûr que c'est très stressant. Mais en même temps, il y a que ça pour essayer de changer la situation. Alors, donc on le savait. Comment on faisait pour, se démarquer, pour, gagner des clients, reprendre des clients, ne pas perdre des clients? Alors, le prix, c'est sûr que les médecins ont rapidement compris qu'avec 2 acteurs qui se tiraient un peu la bourre, il y avait un coup à jouer et que, on pouvait négocier. Évidemment, toi, ce que tu essaies de pas trop y aller parce que, tu peux vite, rentrer dans une logique de destruction de valeur qui est bonne pour personne. Voilà, donc on a essayé plutôt, nous, de se différencier par le produit. Donc on a essayé, d'être plus innovant sur le produit, de lancer des fonctionnalités, plus fréquemment, d'être un peu plus audacieux dans ce qu'on faisait, en termes de fonctionnalités. Voilà. C'est comme ça que tu as Après, bon, une fois que tu as lancé, par exemple, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on a lancé la liste d'attente. Donc, un patient qui ne trouvait pas le créneau qui lui convenait sur internet pouvait s'inscrire sur une liste d'attente et si le créneau, il se mettait une plage libérer. horaire, qui l'intéressait et si un créneau se libérait sur cette plage, on lui envoyait une petite notif disant: «Eh, tu as de la chance, clique ici vite, comme ça peut-être que» on trouvait ça cool et ça a fait, ça a longtemps, pu être un des éléments qui disait: «Ah ça c'est pas» bon, mais au bout de 3 mois ou de 6 mois, si ça marche bien, ton concurrent il la copie. Il y a pas de Et donc donc c'est un c'est avantage que tu as en fait, tu cours tout le temps après, l'évolution produit, la «guerre commerciale» entre guillemets, voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. bien sûr, ouais. En 2018, il me semble, pourtant tu vas te faire racheter Mmh. par Doctolib. C'est assez fou comme, situation parce qu'on a le cas aujourd'hui, moi qui travaille dans un fonds avec la cybersécurité, où des fois on a vraiment du mal à faire entendre 2 acteurs, à créer, des rachats, des acquisitions, par des acteurs similaires. Souvent question d'ego, souvent question de valorisation des tours précédents. Comment ça joue de l'intérieur, ce rachat-là, par ton principal concurrent? Alors, écoute, ouais, en 2018, notre actionnaire de référence, donc Lagardère Active, qui a suivi tous les tours et qui est là au capital, a des, on va dire, des problèmes financiers, en tout cas, a besoin de sortir d'un certain nombre de ses participations, celle de mon docteur, comme dans plein d'autres autour de nous, dans tout le pôle. Et donc, il nous informe qu'effectivement, il souhaite vendre, et on engage un processus de vente,
aux côtés de cet actionnaire en disant: «OK, pas de souci, on engage ça, mais tout sauf Doctolib». OK. Donc c'était pourtant clair. C'était clair. Le brief était clair. Donc on dit: on va chercher, on est ouvert à toutes les typologies d'acteurs pour venir vous remplacer. Mais on est en train de gagner la bataille commerciale. On est à ça d'être le leader. On veut continuer à jouer le match jusqu'au bout». C'est un peu ça le message. On fait tout un processus. On reçoit un certain nombre d'offres, mais évidemment, et parce que ça a beaucoup de sens, Doctolib arrive à rentrer dans le processus et à dire: «Mais moi aussi, j'aimerais proposer quelque chose», et il a proposé une offre. Voilà. Et il se trouve que c'est l'offre la mieux disante pour plein de raisons, mais c'est l'offre la mieux disante sur la table. Et donc notre actionnaire est très très embêté parce que voilà, c'est l'offre qu'il veut choisir. Voilà. Donc après longue discussion et meilleure compréhension de ce qu'on pouvait faire, on finit par suivre et à dire: «OK, on le fait, quoi». Donc toi, pourquoi je te raconte ça? Clairement, on était réticents à ce moment-là, peut-être par ego, mais surtout parce qu'on était dans notre match et on avait envie de le finir, quoi. Est-ce que c'était dur comme décision à prendre? C'était un des très mauvais moments qu'on a eu à passer, nous les fondateurs, où on a dû accepter ça, quoi, et se dire: «OK, est-ce que si on regarde objectivement ce qui est sur la table, est-ce que c'est un beau projet?» Et ça l'était de fait. La réalité, c'est que en se tirant la bourre, il y avait une destruction de valeur qui était assez forte, et que je pense que la perspective de construire un leader français et demain européen de la e-santé était super enthousiasmante. Et donc, tu vois ce que je veux dire, l'ambition était belle. Donc, si tu mettais de côté le côté moi, je veux jouer mon match jusqu'au bout et je veux gagner, ça avait beaucoup de sens, quoi. Oui. Donc voilà, donc à la fin, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on a fini par fusionner les deux groupes. Donc Doctolib a racheté Mon Docteur. Toutes les équipes Mon Docteur et Doctolib se sont retrouvées dans un même groupe. À l'époque, il y avait 400 personnes chez Doctolib, je crois, et à peu près un peu moins de 200 chez nous. Donc tu vois, ça fait un grand groupe de 600. 100% des gens sont restés. Comment s'est passée cette intégration? Eh ben, écoute, en vrai, extrêmement bien. Enfin, OK. alors, moi, j'avais une position un peu différente et on a juste accompagné la fusion, puis après, on est parti. Mais faudrait que tu interroges des anciens de Mon Docteur qui sont restés chez. Mais il y en a encore pas mal, D'accord. à ma connaissance, et certains sont restés assez longtemps. Je pense que ça s'est super bien passé parce qu'en fait, on avait des gens qui se ressemblaient, qui avaient une culture commune, qui étaient des gens ambitieux, bosseurs. En vrai, notre mission était très partagée et donc, assez naturellement, voilà, C'est fait. ça s'est fait, ouais, clairement. Justement, tu vas partir sur une autre aventure entrepreneuriale après ça. Mmh. Tu étais dans le domaine de la santé, de la e-santé, et tu vas passer au milieu de la fintech, Mmh. fintech pour jeunes. Comment se passe cette transition-là? Parce que on parle d'une acquisition qui a dû être dure quand même si l'intégration s'est plutôt bien passée. Qu'est-ce qui te donne tout de suite envie, ou très rapidement derrière, de te relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale? Alors, qu'est-ce qui me donne envie de repartir tout de suite? Je ne sais pas, mais sans doute peut-être un goût d'inachevé, en tout cas une sensation qu'on n'était pas allé au bout de l'histoire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que assez vite avec mon associé Nico, donc le tech, on se retrouve tous les deux et on se dit: il faut qu'on reparte. Thibaut, le troisième homme, lui est parti en voyage. Il est parti voyager avec sa famille, faire un bon break bien mérité. Mais nous, avec Nico, on est tout seul et on se dit: bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon on va tourner en rond. Donc assez vite, on ressent un besoin impérieux de repartir et de repartir tous les deux parce que du coup, ça s'était bien passé. On s'était dit que ça avait bien marché, quoi. T'as mis combien de temps entre le moment où tu quittes tes fonctions chez Mon Docteur et le moment où tu crées? Tu vois, la fusion avec Docto, c'est juillet 2018 D'accord. et on met la première brique de Pixpay tout début d'année 2019. Donc 6 mois, et pendant ces 6 mois, on accompagnait encore un peu la fusion de loin, donc quelques mois, quoi, voilà, une demi-année. C'est quoi le constat de départ de Pixpay, ce que tu vas créer? Ouais. Comment l'idée te vient? Est-ce que c'est quelque chose du quotidien où tu t'es aperçu qu'il y avait un manque, tu as vu qu'il y avait vraiment une transformation du marché sur ce secteur-là? Comment ça t'arrive? Parce que tu as quand même 2 fois 2 bonnes idées quand même. Ouais, alors, tu sais, les bonnes idées, je pense que c'est pas ça qui manque. Je trouve que le plus dur, c'est l'exécution. C'est pas tant l'idée, quoi. Tes idées, il y en a plein, plein, plein. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bonnes, il y en a qui sont sur des marchés plus ou moins porteurs, il y en a pour lesquels le momentum est plus ou moins bon. Mais après, c'est l'exécution. L'histoire de Pixpay commence plutôt. Moi, j'ai pas d'ado, hein, mes filles sont plus petites. C'est plutôt mon associé Nico, qui a des enfants un peu plus âgés. Et il se trouve que sa femme bosse dans l'univers des fintech, elle est chez Visa.
Et donc, voit passer plein de banques qui viennent demander du conseil à Visa, parce que Visa produit du consulting, sur le mode on ne sait pas bien adresser les jeunes, on ne sait pas bien adresser les populations, on va dire la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on pourrait faire? Voilà. Et donc, voilà, à ce moment-là, elle a une ou deux missions, études qui tournent sur ces sujets-là. Elle dit c'est incroyable, les banques n'y arrivent pas, quoi. Et on commence à regarder ce sujet-là et on voit qu'il y a une initiative en Angleterre qui a l'air de très bien marcher, qui s'appelle Go Henry, Allez Henry, qui a mis à disposition des outils financiers. Je dis volontairement outils financiers au sens large parce qu'il y a plein de choses, à des ados, dans le but de les faire grandir et d'améliorer le niveau d'éducation financière de la génération d'après. Et on se dit, ah, franchement, nous en France, en éducation financière, On n'est pas bon. on est encore. Eux, ils sont peut-être pas ouf en Angleterre, mais alors nous, on est encore pire. Et on se dit, c'est sûr, il y a un truc à faire. Voilà. C'est comme ça que vient l'idée. Mm. Déjà, tu as de la chance parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui travaille chez Visa pour monter une fintech, c'est quand même top. Est-ce que cette personne-là va vous aider quand même à réfléchir à des idées? Parce que je sais que Visa, Mastercard, même à l'heure où on se parle, au jour où on se parle, aide beaucoup de startups à se lancer dans les moyens de paiement. Est-ce que c'est quand même un point stratégique qui va vraiment vous aider? Alors, pas tant que ça. Alors, elle met le pied à l'étrier. Dans mon souvenir, elle nous aide à faire quelques intros parce qu'effectivement, tu l'as dit, on vient du monde de la e-santé, on connaît rien. Mais tu as le statut quand même d'entrepreneur qui a monté un projet. Oui, Tu pars moins de bas que oui, de... mais on découvre tout. C'est-à-dire que comment ça marche depuis passer ta carte dans le terminal de paiement jusqu'à être débité de ton compte, on n'y connaît rien. Donc effectivement, on est novices, quoi. On est des débutants. Donc elle nous aide clairement sur voilà, à rencontrer quelques personnes de ce milieu-là, à nous, on va dire, à nous rendre un peu moins, à nous déniaiser un peu sur le sujet. Mais dans les faits, c'est pas avec Visa qu'on va partir, c'est avec Mastercard. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et oui, mais tu as raison, Visa comme Mastercard à cette époque-là en particulier, sont très actifs auprès des fintech pour encourager, développer des initiatives fintech en Europe. Ils les soutiennent financièrement et avec du conseil. Donc, ouais, on fait un deal avec Mastercard. Ouais. C'est fou parce que en préparant cet épisode, je suis tombé sur un article d'un journal des Échos, du Monde, je sais plus exactement, qui parlait un petit peu de l'argent de poche donné aux enfants. J'ai vu que c'était quand même en baisse ces dernières années, surtout fait en espèces, donner des petits billets à la sortie. Moi, c'était ma grand-mère quand je sortais de l'école qui me donnait quelques pièces pour aller acheter des bonbons. Enfin, même mes parents, même à l'heure actuelle, des fois, ça leur arrive encore de me donner un peu d'argent en espèces. Quel est le constat de base? Tu parles d'une éducation financière qui est compliquée pour les enfants, qui est très culturelle, français. On rend hommage aussi à Raphaël Lepretz, qui est passé sur ce podcast-là il n'y a pas très longtemps et avec qui on a parlé de ce sujet-là. Le constat de base, c'est quoi? C'est les banques traditionnelles ne font pas leur job auprès des jeunes, plus les Français ne sont pas bons en éducation financière. Est-ce que c'est ça vraiment le constat de départ ou alors ton constat est un peu différent? Non, c'est ce que tu décris est proche de ce qu'on constate. Ce qui est sûr, c'est que les banques traditionnelles ont plutôt délaissé le segment on va dire des jeunes au sens large, des ados en particulier, parce que c'est un segment qui leur apparaît sans doute pas très rentable, pas très utile et pas à forte valeur, quoi. En tout cas, j'imagine. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on constate que pour un ado de 14 ans, en 2019, quand on commence, 2020, franchement, c'est l'âge de pierre, quoi. Là où, on va dire, nous, adultes, on est rentré dans une nouvelle ère, on a des Revolut, on a des N26, on a des acteurs comme ça qui ont, qu'on le veuille ou non, pas mal transformé l'expérience qu'on peut avoir avec sa banque du quotidien, quoi. C'est pas du tout le cas pour un ado de 14 ans. Il y a rien à part une bonne vieille carte mosaïque et encore jusqu'à 16 ans, tu peux aller qu'au distributeur, tu vois ce que je veux dire? Donc pour acheter en ligne, pour pouvoir partir à l'étranger, enfin il y a des tas de cas de use case qui sont complètement dans la zone d'ombre. Donc ça, c'est sûr, le constat il est clair. Les banques ont un peu oublié ce segment, pour sans doute des bonnes raisons ou des mauvaises, j'en sais rien, mais en tout cas, ils l'ont oublié. Et ce qui est sûr, c'est que l'argent, ça s'apprend. Et ça, on en est convaincu. On se rend vite compte que si on n'enseigne pas comment gérer un budget, qu'est-ce que ça veut dire dépenser, qu'est-ce que ça veut dire épargner, des concepts de base, des trucs simples à nos enfants le plus tôt possible, on a des chances qu'à l'âge adulte, on ait des adultes moins à l'aise financièrement et sans doute moins heureux, avoir un bien-être financier moins élevé, quoi. Est-ce que venir d'un milieu social défavorisé, ça a un impact sur la manière dont tu gères ton budget?
peux pas l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que les conceptions autour de l'argent sont très différentes d'une famille à une autre. Et tu as la valeur qu'on met dans l'argent est très différente. Il y a beaucoup de choses qui viennent se percuter là-dedans. Il y a sans doute effectivement le milieu social d'où tu viens. Il y a la religion qui joue aussi. Sans doute, il y a l'histoire familiale. Et tout ça se mélange. C'est des sujets qui sont un peu tabous, toujours quand même. Ça le reste encore. Et ça le reste encore. C'est des sujets qui sont, même par nous, des parents, et je m'inclus là-dedans, on n'est pas très éduqués financièrement, donc du coup, on n'est pas très capable de bien transmettre à nos enfants. Mais je le vois encore maintenant, hein, et même avec des gens beaucoup plus vieux. Moi, tu vois, j'ai 25 ans. Mais même, par exemple, là, on parlait d'emprunt bancaire avec des amis. J'étais assez choqué de voir que, tu vois, les intérêts que tu as sur un prêt, les gens raisonnent, c'est 3% sur la totalité du prêt. Et que les gens ne prennent pas en compte que c'est, par exemple, 3%, mais par an pendant 20 ans. Et tu vois, rien que ce fait-là, je me dis qu'en France, on part quand même d'un niveau relativement faible. On n'est pas bon. Alors, on n'est pas les seuls hein, dans le monde. Il y a pas mal de pays où c'est pas terrible. Mais oui, la stat est folle. Je crois que la stat, il y a des études qui sont menées régulièrement où on pose cette question-là. Si vous empruntez 100 et que vous avez 4% d'intérêt, ça fait quoi? Je crois que la stat, c'est qu'il y a 2 tiers des gens qui répondent à côté de la plaque. Donc, c'est fou. Et pourtant, il y a des trucs simples. Enfin, il y a des sujets qui sont pas hyper compliqués. Et donc, effectivement, si dès le début, ou le plus tôt possible, tu commences à manipuler ces notions, accompagné par un adulte, tu expérimentes ce que c'est que dépenser, mettre de côté, ne plus avoir d'argent à la fin du mois, attendre le mois d'après que ton argent de poche tombe, planifier une dépense, des trucs. Encore une fois, on n'envoie pas une fusée sur la Lune, mais c'est pas grave parce que ça, je pense que ça construit les bases pour que, à l'âge adulte, tu sois plus en capacité de mieux organiser tes finances personnelles, mieux te renseigner et du coup, sans doute, mieux les gérer et être plus heureux in fine, quoi. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai retrouvé des chiffres de PixPay. Je crois qu'ils sont publics. J'ai trouvé ça sur une news ou une actu. En 3 mois, tu as quasiment 10 000 utilisateurs. Je sais pas si ces chiffres-là, tu peux les confirmer. Est-ce que au tout début, tu vas devoir lever des fonds ou alors tu fais ça, tu apportes ton argent personnel, tu arrives à avoir ta première traction et ensuite tu vas avoir des VC? Ou alors tu fais vraiment de manière bootstrap, tu lances, tu as tes 10 000 premiers clients très rapidement? Comment ça se passe cette partie-là? Alors, au lancement, on va lever de l'argent Dès le début. dès le début. Avant même d'avoir des clients, on va lever de l'argent. Auprès de qui? Alors auprès de GFC, donc Global Founder Capital et une dizaine de business angels à l'époque. Et là, ton parcours quand même avant t'a aidé là. Sans aucun doute, je pense que c'est plus facile de lever de l'argent Un peu repeat pré-seed, entrepreneur. pré-launch, Ouais. avec une expérience, un background et un track record que sans. Ça, tu peux pas le nier. On met un peu d'argent aussi et voilà. Et on se lance. Pourquoi on lève de l'argent et pourquoi on met un peu d'argent? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de frais que tu engages et de coûts que tu es obligé d'engager avant pour installer l'infrastructure, pour ne serait-ce qu'acheter un stock de cartes plastique, parce que quand même, à un moment, il y a du stock physique. Nouer tes premiers partenariats avec des différents partenaires de la chaîne de valeur, parce qu'il y en a beaucoup dans cette industrie, etc., etc. Donc, il y a besoin d'une petite mise de départ qui est nettement pas intouchable, parce que il y a des modèles pour lancer une néobanque, il y a des modèles qui permettent de le faire avec des coûts pas si élevés que ça, mais il faut quand même les mettre. Voilà. Donc, avant de se lancer, on a déjà levé, pareil, T'as plus les chiffres en tête. mais quelque chose comme 3,5 millions. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, c'est une très belle levée. C'est en 2019, 2020. C'était l'époque où ça c'est pas mal. C'est une époque où il y a beaucoup d'argent disponible sur le marché. Il y a la scène du financement en France est bien plus dynamique qu'elle ne l'était en 2012-2013 quand on a galéré à trouver nos 500 premiers milliers d'euros. Donc c'est sûr que tout a changé. Et voilà, et on commence avec cet argent. Et effectivement, quand on se lance, tout de suite, ça répond à un besoin. L'attraction est très bonne dès le début, et ce d'autant plus qu'à ce moment-là, pareil, de la même manière que quelques années auparavant, il y a plusieurs acteurs qui font des choses similaires, qui sont sur la ligne de départ. En France? En France, bien sûr. Ouais, il y en a au moins 4. On parlait de Xalis, on peut les citer peut-être? Oui, tu avais Xalis, tu avais Card, et tu avais Vibe, qui est arrivé un tout petit peu après, mais toutes ces néobanques pour ados, on va dire, teen banking en bon français, abordaient le même sujet de manière un peu différente. Et la plupart avaient choisi des modèles gratuits. C'est-à-dire que tu pouvais t'abonner gratuitement.
Moi, on m'a parlé aussi, et ça, c'est grâce à Anas, donc je sais qu'il va écouter cet épisode, mais beaucoup m'ont dit que tu avais une approche aussi qui plaisait beaucoup par rapport aux autres concurrents. Alors, tu me dis si c'est bien vrai, mais beaucoup ont très vite ciblé les ados et les laissé seuls face à leur application, là où toi, tu as tout de suite onboardé les parents. Est-ce que ça a été un tournant assez stratégique? Je te confirme. Nous, il y a deux choses deux choix stratégiques, on les appelait comme ça, qu'on a fait dès le départ et sur lesquels on n'a jamais dérogé. Le premier, c'est que notre service, il était payant et qu'on Donc, dès le croyait. premier jour, chiffre d'affaires. Dès le premier jour, chiffre d'affaires et aucune promo. Il n'y avait pas de mois gratuit. On était convaincus que ce modèle ne pouvait exister que si on arrivait à créer une valeur suffisante pour que quelqu'un soit prêt à payer un fees mensuel pour en bénéficier. Et que tous les modèles gratuits étaient voués à disparaître. Il n'y avait pas d'économics sur des modèles gratuits dans le teen banking. Ça, c'est la première conviction. La deuxième, c'est effectivement que pour que ça marche et pour que notre mission soit réussie, il fallait que le parent non seulement soit impliqué, mais ait probablement le rôle le plus important. Et c'est sûr qu'on est dans un duo, quoi. Il y a le parent qui est celui qui paye, souscrit, puisqu'on a choisi un modèle payant, qui va donner de l'argent, qui a un rôle pédagogique, qui se dit moi, il faut que je fasse grandir mon fils, ma fille, il faut que. Voilà. Et puis tu as l'enfant qui est celui qui reçoit, celui qui va dépenser et qui est, on va dire, l'utilisateur en bout de chaîne. Voilà. Et il faut avoir les deux à bord pour que notre modèle marche, un modèle en duo, mais il y en a un des deux qui est beaucoup plus facile à avoir que l'autre. C'est-à-dire que si tu vas voir un ado de 14 ans et que tu dis « Est-ce que tu veux une carte gratuite ?» avec 5 € dessus d'ailleurs, de parrainage ou de prime de bienvenue, c'est gratuit, tu peux la dépenser où tu veux, tu es sûr qu'il va dire oui, il n'y a pas de sujet, ça coûte 0 d'aller chercher ces gens-là, évidemment, ils sont super contents. À l'inverse, tu vas avoir des parents qui disent « T'es prêt à payer 3 € par mois pour… » Là, c'est plus difficile, il faut convaincre, il faut avoir un produit qui répond à un vrai besoin, qui lui crée vraiment la valeur, etc. Donc voilà. Et donc on était convaincus que certes, le parent, c'est le plus dur à avoir, mais c'était le plus important à avoir dans la boucle. Au niveau de la rétention aussi, j'imagine. Au niveau de la rétention, au niveau de l'activité, au niveau du financement du modèle économique, et puis de manière plus générale, si tu veux faire de l'éducation financière, si ton outil il doit servir à améliorer concrètement le niveau d'éducation financière, celui qui est en charge de ça, c'est le parent, c'est lui qui est sa mission profonde, c'est d'éduquer son enfant. Donc voilà, donc effectivement, ces deux constats, tu as 100% raison. On était payant et on était principalement concentré sur le parent. En tout cas, il était hyper important que le parent soit dans la boucle, ce qui a déterminé plein de choses sur notre branding, sur notre produit, sur la manière dont on l'expliquait, parce que notre marque, elle était plus tournée pour les parents. Nos couleurs, nos designs, les fonctionnalités qu'on a développées ont été naturellement un peu plus tournées sur les parents. C'est ça aussi, parce que moi, d'un point de vue produit, c'est cette carte où on avait des designs particuliers qu'on pouvait choisir. Moi, que même sur votre site, encore une marque de fabrique très importante, j'imagine, pour vous. À ce moment-là, tu parles de concurrents. Tu parles d'un marché des néobanques qui reste quand même un secteur très compétitif, très compliqué. On voit bien que sur certains marchés, notamment celui des plus gros adultes, Revolut est en train de creuser quand même un écart assez important avec ses concurrents. Des recrutements clés qui ont eu lieu tout juste récemment et qui ont été annoncés dans cette semaine-là. Dans ton développement, qu'est-ce qui va être le plus dur pour toi? Alors, qu'est-ce qui est le plus dur? Je pense que honnêtement, le plus dur, quand je prends un pas de recul sur la croissance de Pixpay, c'est l'intégration avec l'ensemble de la chaîne de production monétique. Je m'explique. Ce qui crée plein de freins, de limitations, d'insatisfaction chez nos clients, c'est que on était intégré avec des tas de gens. Pour savoir que pour pouvoir faire marcher une carte, il faut un établissement de paiement qui porte une licence, il faut un acquéreur carte, quelqu'un qui puisse recharger ta carte avec ta carte, il faut un scheme, donc Visa ou Mastercard, il faut un processeur, enfin bref, il faut des tas de gens dans la chaîne de valeur. Et tous ces gens-là, ils sont assis sur des technologies compliquées, qui doivent parler en temps réel entre elles, qui doivent se synchroniser en temps réel, être fiables, voilà. Et sur des technologies qui parfois, dans certains cas, sont un peu vieillissantes, ou avec des structures de pricing un peu compliquées. Et donc, arriver à faire marcher tout ça, en fait, c'était super dur parce que c'est compliqué et parce qu'il y a plein de gens dans la boucle voilà. Et donc, quand on avait des problèmes techniques avec notre partenaire Trésor, on savait pas trop où était le problème technique, on savait pas où dans la chaîne de valeur ça merdouillait, on avait du mal à obtenir des réponses de tel ou tel acteur. Voilà, bref, donc tu peux parfois, quand tu as des problèmes, être noyé dans une complexité qui toi, en tant que start-up, toi, tu étais prêt à faire beaucoup de choses et tu te mets à un niveau d'exigence très élevé et que tu retrouves pas forcément
Oui. partout parmi tes partenaires. Et ça, c'est pénible à gérer parce que du coup, ça impacte ta croissance. N'importe quoi, un jour, les rechargements cartes n'arrivent plus parce qu'il y a un problème chez un des partenaires. Bah, toi, tes clients, ils viennent te voir, toi, ils t'envoient des messages au service client, ils t'appellent et ils disent, ils sont pas contents et toi, tu peux pas grand-chose, quoi. Mmh. Voilà. C'est ça le plus dur. Voilà, ça c'est ça en tout cas, quand tu me dis pour moi au Oui. quotidien, c'était ça qui était pénible, c'était qu'il y avait une partie de notre croissance et de notre exécution qui est Dépendait pas de vous. exactement, qu'on avait du mal à maîtriser, qui était dur à maîtriser et c'est très relou parce que moi, je suis prêt à prendre toute la responsabilité sur ce que je maîtrise, mais sur ce que tu maîtrises pas, c'est un peu pénible. Donc tu vois, tu pouvais avoir une super acquisition, un marketing incroyable, une app géniale et cetera. Si, Ouais. tel ou tel, maillon de la chaîne se cassait, ça pouvait avoir un impact sur ta croissance, sur ta rétention, sur ta satisfaction et tu pouvais pas grand chose et en plus, tu avais pas de visibilité sur comment on pouvait le résoudre et ça rend fou. Tu penses que c'est une des limites? Parce que là, tu parlais de Trésor, mais on peut en citer d'autres, sur le marché, mais qui sont des basses. Mmh. C'est hyper utile pour une fintech, notamment pour Ah, je toi, te confirme. de se lancer parce que du coup, tu as pas besoin d'un certain nombre de fonds propres qui permettent de lancer beaucoup plus vite, mais du coup, tu as un composante ou en tout cas, tu as un acteur externe auquel tu es dépendant technologiquement, et donc c'est un peu le frein de ce système-là. Ah bien sûr, mais même Trésor est dépendant de ses partenaires Ouais, parce que Trésor orchestre un certain nombre de ouais, partenaires derrière. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ouais. je parlais pas Oui, oui, bien nécessairement de sûr, Trésor, hein. bien sûr. C'est-à-dire que dans cette chaîne de valeur, il y a effectivement pour que ça marche, il y a Énormément de énormément ouais, d'acteurs qui interviennent, qui se parlent entre eux. Il se trouve que Trésor, tu as raison, et donc est un banking, as a as a service, service. BaaS, donc fournit des solutions, qui permet de plus facilement se brancher sur cette chaîne de valeur, et ça a permis l'émergence de plein de superbes startups, qui sans doute sans Trésor et sans, Oui, bien sûr. Swan et les autres, Peut-être au Cali, peut-être aussi, si voi je me trompe pas, voilà, à au cause du Cali, c'est plus alors ils sont que ouais, le réglementaire, ouais, mais oh, il y en a plusieurs, des basses maintenant, ont permis l'émergence de superbes fintech. Conto a commencé chez Trésor, Lydia a commencé chez Trésor, Swile a commencé chez Trésor, autant que je m'en souvienne et donc clairement, à des moindres coûts, avec, une vitesse de mise sur le marché plus rapide, on peut se lancer et faire émerger les business. Donc toi, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis ouais, n'est bien pas sûr. Non, mais pas une pas une critique parce que attaque, n'est pas une visée, traque bien vis-à-vis de sûr. Trésor. Non, Mais de fait, c'est ce que tu dois intégrer, quoi. tu dois savoir que, bah, quand tu processes, quand tu opères des transactions bancaires dans ce monde bancaire, c'est tellement compliqué, il y a tellement de monde qu'il y a des choses qui échappent de ton contrôle, et sur lesquelles tu as pas de prise directe ou difficilement et que c'est ça peut frustrant. être frustrant parfois. Ouais. Voilà. Il y a une composante dont tu as parlé dans les 2 composantes les plus importantes pour toi au moment où tu lances Pixpay, c'est la monétisation. Mmh. Moi, j'ai une question parce qu'on l'a vu, tu as parlé de Lydia, l'acquisition est un enjeu, dans le secteur, des néobanques ou des services bancaires de manière traditionnelle. Justement, cette monétisation-là, tu t'adresses à des gens qui sont jeunes et en fait, tu as un moment donné où ils vont partir de chez Pixpay parce que, bah, tu peux pas faire d'emprunt, parce que, bah, voilà, si jamais demain tu veux acheter une maison et cetera, tu es obligé de domicilier tes comptes principaux dans la banque qui te réalise le crédit. Toi, est-ce que c'est une composante, qui était actée dans ta vision dès le premier jour de dire: «Bah, en fait, moi, je vais les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment de leur vie où je ne les accompagnerai plus et c'est pas grave» ou alors tu as quand même jusqu'au moment où tu as cédé ta boîte, essayé de te dire à un moment donné, peut-être que cette clientèle qui part, il faut que je réussisse à l'accompagner un peu plus longtemps et donc d'allonger, je dirais, ton cycle de vie de ton client? Écoute, c'est une question évidemment, importante et qu'on s'est posée à de multiples reprises, tout au long, du projet et qu'on continue, à se poser encore aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que, on a dès le début, choisi de se concentrer sur, des clients, ados, et de pas jouer le jeu de la néobanque pour adultes, qui est un jeu très différent, Qui est difficile aussi, qui du coup. est, à mon sens, beaucoup plus difficile, beaucoup plus capital intensive, et en tout cas qui est régi par des logiques et des modèles économiques qui sont potentiellement très différents. Donc dès le début, on a plutôt dit: «Non, ça c'est pas notre jeu. Nous, notre jeu c'est ce qui se passe avant». Pour autant, ça veut pas dire qu'on réfléchit pas à qu'est-ce qu'on fait
de nos clients à la fin du programme. Et on a il y a eu plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'on a, en fait, à la fin du programme, on adresse nos clients à des partenaires bancaires pour adultes, on les appelait comme ça. Et donc, on combine un business model d'abonnement et un business model de lead generation sur la fin. Et donc, effectivement, la valeur terminale de l'abonné, on la récupère en apportant potentiellement le client à un partenaire. Donc ça, on l'a fait, par exemple. Et puis, il y a une deuxième réponse qui a été dans le rapprochement avec GoHenry et avec Acorns. Donc GoHenry qui est une boîte anglaise qui fait grosso modo la même chose que nous, et Acorns qui est une boîte américaine, fintech américaine, beaucoup plus grosse, qui elle fait plutôt, on va dire, de l'éducation financière pour adultes au travers d'un compte d'investissement. Et donc dans la logique de ce rapprochement, l'idée était de créer un groupe qui soit capable de traiter toutes les étapes de la vie, et donc de faire depuis l'âge enfant jusqu'à la retraite, d'être capable de faire de l'éducation financière life stage à toutes les étapes de la vie. Et donc ça, c'est une autre manière de répondre à ta question, c'est que derrière, on adresse le client au travers de produits différents, de services différents, sous des marques différentes d'ailleurs, tout au long de la vie. Quand tu vas céder cette boîte, parce que tu vas la céder à GoHenry, à l'acteur que tu mentionnes, à ce moment-là, donc tu te fais racheter. Ça fait peut-être 2 fois que tu te fais racheter. La première fois, tu l'as moyennement choisi. Là, cette fois-ci, est-ce que tu l'as choisi? Et pourquoi tu avais envie de se faire racheter à ce moment-là? Cette fois-ci, on l'a clairement choisi, au sens où c'est donc le CEO de GoHenry qui rentre en contact avec moi. Donc, il s'appelle Alex Zivoder, il est français. Il se trouve qu'il est français et bon, par un intermédiaire, il nous ping en disant tiens, ce serait cool qu'on se rencontre. Donc, c'est complètement opportuniste. On le reçoit et enfin, je le reçois, on se fait un petit call. Bon, il est français, donc ça crée tout de suite et puis il est de Nice, donc ça crée aussi bref, on a des connaissances. Mal de connaissances. Voilà, mais en tout cas, c'était marrant, quoi. Et ouais, non, mais plus sérieusement, assez vite, on se rend compte que ça marche bien, qu'on s'entend bien, et surtout que ce que fait GoHenry, ils le font exactement de la même manière que nous, avec la même mission, avec les mêmes valeurs et plutôt avec le même objectif, quoi. Donc, on est très alignés, étonnamment alignés d'ailleurs, eux et nous, sur la manière de faire. Pourtant, c'est 2 cibles différentes. Alors, oui, alors au UK, tu vois, si je grossis un peu les traits, la population cible est un peu différente quand même de la française. Il y a des disparités quand même. Tu as raison. Non, il y a quelques petites différences, mais elles sont relativement à la marge quand tu prends un peu de recul. Et puis surtout, je tatillonne un peu. Hein. Non, mais tu as raison. Il se trouve que les Anglais, le service est disponible dès 6 ans, je crois, et qu'effectivement, l'âge médian d'acquisition chez eux, c'est plutôt 10 ans ou 11 ans, là où nous, c'est plutôt 13-14 ans. Donc effectivement, culturellement, il y a un truc qui est un peu différent. Mais in fine, la mission de faire de l'éducation financière et d'aider la prochaine génération à grandir avec de l'argent digital, elle est la même, et surtout la manière dont on le fait, les valeurs qu'on partage sont très proches. Donc assez vite on se dit mais en fait on veut faire la même chose, on a la même mission, et puis il se trouve que tous les deux on est convaincus qu'un acteur européen va émerger à la manière d'un Revolut qui est clairement pan-européen sur notre segment, et qu'il va y avoir un leader de la catégorie qui va émerger, et voilà, et de fil en aiguille on se dit si on veut construire ce leader, il y a deux optiques, soit chacun on se bat. À l'époque, nous, on était en France, en Espagne, et on commençait à être en Italie, et ils étaient qu'en Angleterre. Soit on dit, bon, voilà, on va être des concurrents frontaux et on va se faire la guerre, soit on s'associe et on fait un leader européen ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, après discussion, etc., on a dit, pourquoi pas, et puis de fil en aiguille, on a rapproché les deux groupes. GoHenry continuant à utiliser sa marque GoHenry au UK et continuant à adresser le marché anglais, et Pixpay continuant à adresser le marché européen continental, on va dire, au travers de la marque Pixpay. Petite question, parce que j'ai quelques petites questions avant la fin, je dirais, de cet épisode, mais parce que ça, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est un retour en plus. Ça fait pas très longtemps non plus que tu as cédé cette boîte. Est-ce que déjà tu peux nous dire combien tu as cédé ta boîte? Parce qu'il y a des chiffres en ligne, mais est-ce que tu as le droit de communiquer sur le prix de la vente? Non. T'as pas le droit. Okay. J'ai pas le droit, je le ferai pas. Okay. Tous les chiffres qui circulent sont faux. Ah, c'est vrai, ok, d'accord. Donc en fait, je peux même pas me fier à ces chiffres-là. Ok, d'accord. Si on continue, ensuite GoHenry a été racheté, il me semble, par le groupe américain dont tu citais. Donc ça fait vraiment un acteur global, un acteur mondial. Si on passe opérationnellement, tu crées ta boîte, tu es opérationnel, et là tu dois le céder à un groupe. Tu m'as dit quand on s'est appelé que tu avais continué un petit peu à rester dans cette boîte-là après.
Tu as donné des éléments parce que tu as dit que tu t'entendais bien avec la personne qui était aussi française, qui travaillait chez GoHenry, mais au final, après, tu passes sous pavillon américain. Est-ce qu'à un moment, quand on a été entrepreneur, qu'on a géré sa propre boîte, automatiquement, au bout d'un moment, il y a un désalignement entre toi, ce que tu penses être bon pour la boîte que tu as créée, que tu as fondée avec une ADN et des investisseurs qui sont étrangers, qui n'ont pas forcément la même vision que toi, la même manière de procéder. Comment tu as vécu ça? Ça s'est très bien passé pour une raison assez simple, c'est que GoHenry n'était pas au UK et Kans n'était pas en Europe. Et comme ça, c'était simple. Et donc finalement, assez vite, la situation a été assez claire, qui était PixPay s'occupe de l'Europe et vous faites ce qu'il y a à faire en Europe pour grossir. Et sous-entendu, on vous laisse carte blanche, quoi. Et c'était vraiment le cas. Aussi bien Alex Zivoder, qui était donc le CEO anglais, que Noah Kerner, qui est le CEO de Ecands, ont été tout de suite très clairs en disant: les amis, nous, là, ça marche bien, on va surtout pas toucher un truc qui marche bien, donc continuez. Voilà, et continuez. Et donc, à aucun moment, il y a quelqu'un qui est venu par-dessus notre épaule nous dire: non, non, attends, là, faut pas faire ça, non, ça, faut pas faire ça. Donc, j'ai envie de dire, d'un point de vue opérationnel, ça n'a absolument rien changé sur notre indépendance, nos choix, notre stratégie et notre exécution. Rien du tout. D'accord. C'est sans doute aidé parce que géographiquement, on était tout seul ici. Je veux dire, si tu fusionnes avec une boîte qui a des équipes locales, sans doute que l'histoire est un peu différente. C'était pas le cas là. Donc voilà. Après, la réalité, c'est que même quand tu es entrepreneur, à moins d'être 100% bootstrappé, de détenir 100% du capital et de 100% de la capacité de financement, tes choix sont toujours un compromis avec un certain nombre de parties prenantes autour de la table. Ouais. Tes investisseurs, ton board, bref, tous les stakeholders qui peuvent te limiter, te bloquer, t'encourager, te faire changer de direction, etc. Donc, Qui peut être vu comme comme un inconvénient de ne pas pouvoir décider, mais apporte aussi un regard différent. évidemment. Ouais. Bah, moi, j'en suis. J'ai toujours été. J'ai rarement été bootstrappé 100% avec 100% du capital. À peu de moments dans ma vie, j'avais 100% du capital. Donc oui, une fois que tu as des gens sur la table, autour de la table, et tu les as choisis pour ça, ils t'apportent beaucoup de choses également. Mais ce que je veux dire, c'est que le fantasme de l'entrepreneur qui décide de tout seul, libre de ses choix 100% du temps, c'est souvent faux, quoi. Hein. Et souvent, tu fais des compromis. Tu diriges ta boîte avec d'autres gens, quoi. Donc, Ouais. donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que d'avoir des actionnaires américains au lieu d'avoir des actionnaires européens, C'est là, OK. bon, finalement, à la fin, alors après, il y a des biais culturels. Il n'empêche que il fallait convaincre des actionnaires européens de faire quelque chose, et maintenant, il faut convaincre des actionnaires européens et américains. Et donc, parfois, il y a de la pédagogie à faire sur d'autres sujets, mais il n'empêche qu'il faut quand même les convaincre. On va avoir 2 petites questions avant la fin parce qu'on déborde un petit peu sur le Si, créneau. je suis trop bavard. Non, non, mais c'est hyper intéressant en même temps. Aujourd'hui, j'ai trouvé et j'aime bien, j'ai chigné des chiffres en plus, c'est plus gros, mais on parlait de 10 000 utilisateurs au début. Là, j'ai quasiment 600 000 utilisateurs, au million, environ 14 millions d'ARR ciblés. C'est des chiffres qui sont parus dans des magazines spécialisés fintech, je dirais. Donc un chemin, même si les chiffres, on verra si je sais pas s'ils sont totalement vrais, mais quand même des chiffres assez importants. Je veux dire, entre les 10 premiers utilisateurs étaient trop premiers mois et les 14 millions qui pourraient être le cas, je trouve une belle progression. Toi, une fois que tu t'es retiré, et ça sera peut-être une de mes dernières questions et je te laisserai le mot de la fin, mais qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as cédé ta boîte? Qu'est-ce que tu fais si tu Qu'est-ce que t'ennuies? tu fais? Il se trouve que, alors effectivement, il y a un an, j'ai passé le relais à une nouvelle CEO pour PixPay. En l'occurrence, c'est une femme qui s'appelle Cécile, qui a pris la suite avec mes 2 associés. Et je suis resté, on va dire, advisor en bon français. En tout cas, je reste Ouais. proche, je continue à suivre ce qui se fait et j'aide autant que je peux. Et je suis parti voyager avec ma famille. Sur les 7 derniers mois, là, j'ai fait un long voyage avec ma femme et mes 2 filles. Donc c'est ça qui a occupé, on va dire, mon temps. Et voilà. Et donc effectivement là, depuis que je suis rentré, j'ai plutôt des activités qui sont tournées autour du conseil. Je suis board member aussi de quelques startups et un peu d'investissement, puisque on va dire à titre privé, j'investis aussi early stage dans quelques boîtes, pas beaucoup et pas de manière très professionnelle, mais néanmoins je le fais un peu et voilà. Et je passe pour l'instant mon temps à faire ça, à essayer de transmettre le plus de ces expériences. Vas-tu relancer un nouveau projet? Et peut-être bien. OK, d'accord. L'avenir nous le dira. OK. Bon, bah, à suivre alors, à Ouais. suivre. Dernière question, même pas dernière question, c'est Benoît, je le fais comme dans tous mes épisodes. J'aimerais que tu aies le mot de la fin et que tu partages quelque chose que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent, quelque chose qui te tient à cœur. Et on finira cet épisode sur ces mots.
Ouh là, C'est dur, hein. c'est une lourde responsabilité que tu me donnes du coup. Qu'est-ce que je pourrais partager comme ça, en 1 minute pour convaincre? Écoute, peut-être, parce que ça fait écho un peu à actualité là récente, mais, je te partage mon angoisse du moment qui est la souveraineté, technologique. Et je parle de ça parce que Mistral, à l'heure où on enregistre, cet épisode, vient de lever beaucoup d'argent, Ouais, avec un heu, acteur européen. avec un acteur européen et voilà et c'est un sujet qui me travaille pas mal en ce moment de comment on fait pour que, un acteur, un minimum et des acteurs, d'origine européenne deviennent des leaders mondiaux dans leurs industries. Voilà, quand tu regardes aujourd'hui, les gros leaders mondiaux, c'est quand même pas des Français, c'est pas des Européens, c'est que des Américains, quasiment tous et ouais, je pense que c'est un énorme problème, en fait, et c'est un énorme problème de souveraineté, mais c'est aussi un énorme problème de leadership et voilà et donc je trouve que tu vois, on a repassé, en quelques minutes, les expériences que j'ai traversées et je trouve que le monde de la technologie a changé incroyablement sur les 20 dernières années. La scène, il y a des entrepreneurs de folie en ce moment, il y a des fonds partout, il y a un vrai écosystème qui s'est créé, les pouvoirs publics ont soutenu, Ouais. donc j'ai l'impression qu'on a avancé, mais quand je regarde, ce qui nous reste à gravir, voilà, c'est mon angoisse du moment. Je me dis: «Comment on va faire émerger un leader mondial en Europe d'une industrie du futur et pas, voilà et pas regarder dans 20 ans, faire le même constat qu'aujourd'hui, quoi. Ça c'est mon angoisse donc je suis angoissé mais en même temps, plutôt Lucide. bah, lucide. Ouais, je pense que c'est facile de faire ce constat mais surtout, ouais, j'essaie d'avoir un peu d'optimisme en me disant qu'on est quand même, on a une génération d'entrepreneurs qui est 1000 fois plus forte que quand moi j'ai commencé en 2012. Il y a plus d'argent, voilà, si les grands groupes commencent un petit peu avec à l'exemple d'ASML qui a mis un peu d'argent dans Mistral, pas un peu d'ailleurs. Visiblement on commence enfin, voilà, peut-être qu'on est dans la bonne direction, quoi. Moi, donc je lance un appel, Et je l'espère qu'on est dans la bonne direction. Constat assez partagé également. C'est un vrai sujet, surtout pour les startups un peu plus, qui sont moins early stage, mais surtout sur les gros tours de financement où on peine à avoir des gros investisseurs européens ouais. avec la capacité d'investissement, de plusieurs centaines de millions d'euros, voire, milliards pour des gros projets. Constat hyper partagé. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vais te remercier Benoît parce que j'ai vraiment passé un super, moment avec toi et je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Ouais, non, avec grand plaisir. Merci Pierre.